Coucou les Kimichou! Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je souhaite un petit peu me faire pardonner puisqu'il n'y a pas eu au mois de mars la vidéo des sorties littéraires, je n'ai pas pu m'en occuper en temps voulu, donc j'ai trouvé une espèce de solution alternative à vous proposer dans cette vidéo-ci. Une solution alternative, Kezako. En fait c'est simple, j'ai sélectionné pas moins de 14 titres qui vont sortir jusqu'à normalement fin 2022, en tout cas les dates sont actées comme ça. Je dis fin 2022, en vrai on tape jusqu'à juillet, donc ça laisse encore beaucoup de possibilités à partir du mois d'août et ce jusqu'en décembre, vous imaginez bien. J'ai donc sélectionné les gros titres qui arrivent, mama, il y a du lourd, du très lourd, et en plus, comme je suis une fille plutôt sympa, ah on m'arrête plus, hein, le jeter de fleurs, ça fait du bien, ça donne bon teint, je plaisante. Comme je suis une fille sympa avec encore un jeté de fleurs magnifique, je vais vous proposer des résumés pour chaque titre, en tout cas du tome 1, donc ça, je suis désolée, mais c'est plutôt chouette, j'espère que vous me direz merci. J'ai vraiment préparé ça bien en plus, avec des résumés et tout, enfin on y va, on est parti, je vous ferai des petits templates hyper sympas. Non mais oui, non mais aujourd'hui c'est plus des bouquets là, c'est le champ de fleurs. Je me balance le champ de fleurs en pleine tronche normale. Le 5 mai prochain, on a le premier tome de la trilogie Hadès et Perséphone qui arrive. C'est signé par Scarlett Sinclair et c'est la maison édition Hugo qui a attrapé du coup cette traduction et elle veut nous la proposer dans la collection New Romance. J'aurais pensé à Stardust, mais non, ils ont balancé ça en New Romance. Bah pourquoi pas tant que c'est traduit. Première petite information, visiblement les tomes 2 et 3 vont suivre. Il y en aurait un en juin et un en juillet. Pour le moment c'est annoncé comme ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir les enchaîner. C'est un peu la spécialité de la maison d'édition Hugo puisque souvent ils enchaînent comme ça les sorties de tomes, c'est plutôt cool et j'espère que ce sera vraiment maintenu de cette manière pour qu'on puisse vraiment profiter de cette saga. Ici on a affaire à Perséphone qui, vous le savez, est la déesse du printemps, mais dans cette histoire en fait elle n'a que le titre puisque depuis qu'elle est toute petite, dès qu'elle s'approche d'une fleur ou quelque chose, celle-ci meurt à son contact. Elle essaie donc de passer inaperçue en se faisant passer pour une journaliste humaine et un soir en fait elle va aller en boîte de nuit et elle va finalement échanger avec un étranger assez mystérieux lors d'une partie de jeu. Évidemment qui est ce mystérieux inconnu, un Hadès, le dieu des enfers, qui a installé un business en fait dans le monde des mortels avec des paris absolument irréalisables et qui en fait un commerce assez prospère puisqu'il est forcément sûr de gagner. Il est hyper intrigué par Perséphone et il va lui faire un pari impossible, évidemment il ne peut pas y résister. Perséphone va donc devoir créer la vie dans les enfers sous peine de perdre sa liberté. Et forcément on rajoute à ça une bonne petite pincée de romance et on a donc le premier tome de la saga Hadès et Perséphone. Je pense que vous connaissez un petit peu mon amour pour tout ce qui est réécriture mythologique et j'aime énormément la mythologie grecque, même si je crois que mon cœur balance un petit peu plus, en tout cas à l'époque c'était la mythologie égyptienne qui prônait dans mon cœur. Je suis très intriguée par cette saga. Je sais que Soli, donc de Librement Addict, je pense que vous la connaissez, en fait elle a déjà lu le tome 1 et quand elle en avait parlé, en fait elle a pas compris pourquoi il y a eu un espèce de gros boom, un gros engouement autour de cette sortie et de cette saga, puisque pour elle voilà c'était pas non plus un truc transcendant quoi. Pour autant, même si je fais toujours confiance aux avis de ma petite Soli, je veux quand même y aller. Je suis trop curieuse pour laisser passer ça, peut-être que vous aussi, donc voilà, j'ai très hâte, je suis très excitée. J'attends simplement début mai avec grande impatience. Alors ça pour moi ça a été une grosse découverte, j'ai le tome 1 dans ma palle et je ne savais pas que c'était un tome 1. Celui-ci se nommait Pax et le petit soldat, sauf qu'ici c'est Pax et le chemin du retour qui va sortir, c'est donc la suite. C'est un tome 2, toujours de Sarah Pennypacker, toujours aux éditions Gallimard Jeunesse et pour le moment c'est annoncé au 5 mai prochain. Le tome 1 c'était une très belle histoire d'amitié entre un jeune homme nommé Peter et son meilleur ami renard Pax, que son papa l'a obligé à abandonner dans la forêt lorsqu'il est parti à la guerre et qu'il a envoyé son fils chez son grand-père à 500 km de là. Sauf que pour le petit garçon c'est pas possible de laisser son ami comme ça, donc une fois arrivé chez son grand-père, il décide de fuguer pour essayer de rejoindre son ami Pax et Pax en fait tout autant. Moi je pensais vraiment que c'était un truc genre trop mignon à donner aux enfants, enfin une belle petite histoire d'amitié. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit détrompe-toi Kimberley, tu peux chouiner vite fait ta maman dans cette histoire, je pense que c'est clairement le cas. Pour autant c'est un récit qui selon mon point de vue mérite d'être découvert rien que par tous les prix qu'il a reçus, c'est incroyable. Pour les citer, il y a le prix Sorcière
2018, le prix Enfantaisie 2018, le prix des libraires du Québec 2018 et il est consacré meilleur roman jeunesse 2016 par le Publishers Weekly. Autant vous dire que lui, il a été primé de chez primé, donc je l'ai dans ma palle, je le lirai et maintenant j'ai l'information qu'en fait c'était une saga. Voilà. Je pense que vous êtes assez nombreux à attendre cette sortie. Il s'agit du tome 2 de la saga The Curse Breakers, le tout écrit par Bridget Kemmerer aux éditions Rajo et visiblement ça arriverait le 11 mai prochain pour notre plus grand plaisir. On va partir sur un synopsis plutôt rapide ici puisqu'il s'agit d'une réécriture du conte de La Belle et la Bête avec quelques subtilités. Premièrement, notre héroïne Harper est handicapée, donc forcément ça apporte un petit quelque chose au récit. Deuxièmement, la malédiction est un petit peu différente, tout du moins il a connaissance de la malédiction, le prince dit la bête, mais Harper va aussi avoir connaissance de la malédiction et de son rôle à jouer dans tout ça. Et la dernière chose, c'est pas finalement si différent du conte originel, il a jusqu'à l'hiver prochain pour se faire aimer de quelqu'un, sous peine de quoi il sera clairement trop tard, finito pour le prince et bonjour à la bête. Et non, je n'ai pas encore lu ce tome 1, alors que je suis tout le temps en train de vous parler de réécriture de contes et que j'adore ça et que La Belle et la Bête est mon conte préféré, patati patata, et je l'ai pas lu. En fait, attention, c'est pas une excuse pourrie, elle est valable, mais elle peut paraître un petit peu superficielle. Le truc c'est que, par exemple pour le Prince Cruel, ce qui s'est passé c'est que j'ai lu le tome 1 à sa sortie, je n'ai pas lu le tome 2 tout de suite parce que en fait j'avais peur que le tome 3 mette du temps à arriver, chose qui s'est produite. Sauf que maintenant que j'ai le tome 3 en main, spoiler alerte pour le futur book haul, et bien en fait même quand je lis un résumé spoilant du tome 1, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que je ne me souviens absolument pas. Donc je vais être obligée de relire le tome 1 pour enchaîner avec le 2 et le 3. Et en fait ça me fait très peur si je me lance dans cette saga que ça me fasse le même effet, je sais pas pourquoi. Bon là il y a déjà le tome 2 donc je pense que je pourrais quand même entamer la saga. Le tome 3 en toute logique devrait sortir en 2023, au printemps 2023. Donc bon, je verrai quand est-ce que je me lance parce que c'est ça en fait, la frustration de pas pouvoir tout enchaîner. Pour autant quand on est créateur de contenu et qu'on décide de proposer du contenu sur différents réseaux sociaux, souvent vous attendez justement ces personnes avec les sorties récentes pour savoir si oui ou non vous allez craquer. Et c'est vrai que des fois je ne fais pas les choses correctement parce que je lis pas toujours des sorties récentes pour ce genre de raisons, mais j'aimerais bien essayer de remédier un petit peu à ça. Mais vous en faites pas, vous aurez tôt ou tard mon avis sur cette saga parce que elle me titille beaucoup trop. On enchaîne avec la maison d'édition de Saxus. Bien sûr, je suis obligée de vous parler de celle-ci puisque c'est une des maisons d'édition qui nous sort les traductions les plus attendues, mais c'est quasiment systématique. Et ici, rien de surprenant puisqu'en fait, on va avoir le droit au dernier tome, le 3e de la saga Nevernight de J. Christophe, à retrouver du coup le 12 mai prochain pour enfin achever cette saga. La fille elle est là, elle s'emballe, elle est toute enjouée, toute contente, hein, mais elle a pas lu encore un seul des romans de la saga, bien que j'ai mis le tome 1 dans ma palle du roman de Tessie, vous le voyez pas, il est perché là-haut, que je n'ai pas beaucoup lu hein, dans ma palle du roman de Tessie Challenge, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Petite particularité pour notre héroïne, elle a le don de pouvoir parler aux ténèbres. Forcément, ça va la diriger vers quelques petites histoires et quelques petites péripéties, mais aussi quelques personnages. Rien qu'à 16 ans, elle fait déjà partie de l'élite des apprentis assassins et elle va devoir du coup passer une épreuve d'initiation. Soit elle réussit et elle est l'une des plus badass et elle se rapproche du coup de son but de vengeance, soit si elle échoue, en fait c'est la mort qui l'attend. On joue vraiment à pile ou face là-dessus. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas lu le roman, les romans, je n'ai rien lu concernant Nevernight. Pour autant, les échos qu'il y a sur cette saga, sur les 2 tomes déjà sortis, sont absolument dithyrambiques, absolument fabuleux, prenants. Ça donne très envie de s'y plonger. Bien que j'ai déjà acheté les romans parce que toc toc, vous et moi vous voyez, c'est quand même quelque chose que j'ai très envie de lire et de découvrir. Donc j'ai hâte de faire ça, j'aimerais pouvoir boucler et commencer et boucler la saga directement en 2022, comme ça je pourrais faire un petit peu tout puisqu'il y a d'autres choses de J. Christophe qui se traînent par ici, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. On passe du coup déjà au mois de juin et en date du 3 juin, il y a enfin la suite de la saga Keleana, c'est-à-dire le tome 5 qui va paraître toujours chez la Martinière Jeunesse et toujours écrit par Sarah Gimas bien sûr, le tout le 3 juin. Et la bonne nouvelle, soyez contents, c'est que la maison d'édition a entendu les plaintes des lecteurs et là le roman ne sera pas scindé, il fera bien 720 pages. Au cœur de ces récits,
On suit donc Keleana, une assassineuse qui est emprisonnée depuis plus d'1 an et qui vit dans un royaume où elle n'apprécie guère le roi et où toute magie a été bannie. Et un jour le fils du roi, donc le prince, va venir la chercher pour qu'elle puisse le représenter lors d'un tournoi avec d'autres concurrents, et l'objectif, le but de ce tournoi pour le gagnant, ça va donc être de protéger le roi durant un certain temps, et une fois ce temps réalisé, de gagner sa liberté. Donc jusque là on se dit Keleana elle est vraiment badass, elle est forte, elle est une assassineuse professionnelle, ça va le faire, c'est cool. Sauf qu'il y a d'autres éléments qui arrivent et finalement les concurrents sont évincés petit à petit, mais genre mort, pas juste ils sont morts. Donc ça va rajouter quelques petites rouages, il faudrait un petit coup d'huile là justement dans les rouages pour que ça puisse bien fonctionner, et elle essaye un petit peu d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe. Pour autant, il y a aussi le prince qui ramène son petit cucu et qui lui fait les yeux doux, et elle se dit oh le plateau pas mal aussi hein. Enfin bref, voilà, de l'aventure, des complots et un petit peu de romance. J'avais lu le tome 1 avec vous en lecture commune à l'époque, je crois que ça fait 1 an, sur le Discord, ça fait un bail que j'ai pas mis les pieds là-haut, je l'avoue. Et c'était vraiment chouette, c'était une DLC où j'ai été vraiment le plus attentive à écrire tous les jours avec vous, c'était trop cool, on était beaucoup à avoir apprécié, une grosse majorité. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui avait émis vraiment des choses plutôt négatives par rapport à ce roman, chose que je respecte aussi. Donc je suis contente. Alors j'ai toujours le tome 2 et 3 là-bas, j'ai pas le 4,5, enfin le 4 haché, et le 5 arrive. Enfin bref, il y a du pain sur la planche. Si je vous parle de Margaret Rogerson, est-ce que ça vous dit quelque chose? Genre Sorcery of Thorns par exemple, ou Enchantment of Ravens? Et bien je pense que oui, et je pense que ce titre ne vous est pas inconnu non plus. Je vais vous parler du coup de Vespertine, c'est le premier tome de sa nouvelle saga qui va arriver tout comme les autres aux éditions Brajlon, la collection Big Bang, et ce normalement dès le 13 juin prochain. Et j'ai vu, c'est écrit qu'il va avoir une édition royalty. Alors est-ce qu'ils vont nous faire un truc grimoire magnifique comme Sorcery of Thorns? Je ne sais pas. Ou s'ils vont partir comme un truc avec l'Empire d'écume je crois. Allez savoir, on verra bien. Le fait est qu'il va y avoir un toc toc. Donc là je suis joie. Ici on évolue donc avec Artemisia, c'est hyper dur à dire, qui est une sœur grise, et les sœurs grises sont très importantes puisqu'en fait quand vous décédez, il y a une sœur grise qui doit faire tout un cérémonial pour que votre âme puisse passer dans l'au-delà, auquel cas sinon vous restez une âme errante sur terre, vengeresse, qui essaye d'en s'en prendre aux êtres humains. Donc autant vous dire que les sœurs grises, on en a besoin. Finalement ça convient très bien à notre héroïne qui est plutôt solitaire et qui se méfie un petit peu de son passé, et visiblement elle aurait aussi les mains brûlées, donc passer inaperçu, ça lui va très bien. Sauf qu'un jour le couvent va être attaqué par justement des revenants, ces espèces d'esprits, vous voyez, qui n'ont pas été purifiés, qui étaient des soldats, et pour s'en sortir, elle va pas avoir d'autre choix que de réveiller justement un autre soldat endormi qui a été bloqué dans une relique pour se défendre. Sauf que c'est un petit peu pile ou face avec lui, hein, puisque autant ça peut être le seul qui va les aider à vaincre l'ennemi, autant finalement... Arrête de conneries. Condoupie. Il est possible qu'il la trahisse en premier, allez savoir. Je trouve que le pitch il est hyper intéressant, c'est la première fois qu'on voit du Margaret Rogerson sous forme de saga également, à voir ce que ça donne si elle arrive un petit peu, vous voyez, nous donner l'eau à la bouche à la fin du tome 1 où on est un peu genre en mode en PLS, où est la suite. C'est très frustrant, mais aussi ça veut dire que l'auteur fait bien son job. J'ai hâte vraiment de découvrir le pitch, enfin il me titille autant que Sorcery of Thorns, bien que j'ai acheté Enchantment of Ravens, des 3 titres c'est celui-là qui me tente le moins. Celui-là, là, je l'attends. Je l'attends. Gentiment, vous voyez, je lui ouvre la porte et je lui dis come on, quoi. On poursuit avec un titre de Melissa Bachardoust. Je sais pas du tout si on dit comme ça, son nom c'est très compliqué. C'est un one shot, il s'agit de Girl Serpent Thorn qui va arriver du coup le 9 juin prochain aux éditions Hugo dans leur toute nouvelle collection Stardust. Je ne vais pas vous pitcher tout le résumé, il y a une phrase d'accroche qui selon moi en dit assez pour nous intriguer. Puisqu'on a affaire ici à une fille maudite, toxique rien que par le toucher, celle-ci est une princesse d'ailleurs, et qui va découvrir quelle puissance pourrait se cacher dans une telle malédiction. Alors bien sûr il va y avoir beaucoup de choses autour, je pense un petit peu de romance, un petit peu de tourmente, de complot, de remise en question, de je crois ce qu'on m'a enseigné, en fait il se passe tout autre chose, il fallait peut-être pas que j'écoute et que je boive aussi facilement les paroles des autres. Enfin je suis très intriguée par ce bouquin depuis tellement longtemps, c'est un truc de fou, je suis tellement heureuse qu'il va être bientôt traduit et donc bientôt lisable pour moi. C'est pas francesisch,
mais je vais bientôt pouvoir le lire. Et forcément j'ai une grosse pensée à ma Sully de Librement Addict qui grâce à ce petit minou, grâce à Pumpkin, cette magnifique édition collector de ce livre, avait fait plouf dans son bain. La pauvre, elle était vraiment au bout de sa vie. Alors celui-ci il est très attendu, oui beaucoup, mais moi je n'ai pas lu la saga donc jusque là je suis pas forcément dans la hype comme vous pouvez l'être, puisque si vous êtes un ou une grosse mordue notamment de la saga Off Campus de Elle Kennedy, sachez que le tome 5 arrive. Le tome 5 c'est donc un recueil de 4 nouvelles et ce dès le 16 juin prochain, c'est toujours chez Hugo dans leur collection New Romance. Je ne vous résume pas la saga Off Campus, il faut savoir qu'ici on a 4 nouvelles qui concernent donc 4 couples que l'on suit dans la saga de base, et en fait là ce qui va nous intéresser c'est qu'on va les suivre après l'école, après tout ce qui s'est passé à l'université. J'adore quand ils font ça, vraiment c'est les trucs qui donnent encore plus envie quand on a une saga coup de cœur et qu'il y a ça qui spawn là, on se dit oh punaise trop bien, je peux retourner dedans, ça peut être hyper chouette. Bon des fois faut faire attention, on s'attend à un truc de ouf et on va être vite déçu, ça peut arriver. Mais si jamais la même chose pourrait être faite pour Campus Drivers, porte massage, je ne dirais absolument pas non, bien entendu. Je n'ai pas de date précise pour ce titre puisque De Saxus l'a annoncé juste pour juin pour le moment, mais bien sûr le tome 2 de la saga Le Sang et la Cendre va vite arriver, c'est toujours écrit par Jennifer L. Armentrout. Je n'ai pas lu encore le premier tome, pour autant je me souviens très bien qu'on parle d'une pucelle, ça c'est le mot qui m'a dans le cerveau, pas forcément positivement, mais visiblement il a eu l'effet escompté hein, puisque c'est dans ma tête la saga remake pucelle, voilà. La particularité du coup de Poppy, cette fameuse pucelle en fait, c'est que personne ne peut la toucher, la regarder, etc. Elle a un passé qui est assez déroutant à cause de son avenir dite de pucelle, et elle n'attend qu'une chose, ou on attend d'elle qu'une seule chose, c'est l'ascension. En tant que telle, elle a donc un devoir, c'est celui de protéger tout le royaume, de régner justement, et tout ça elle en veut pas spécialement, elle a un cœur, elle a une âme, elle préfère 20 000 fois combattre les créatures qui s'en sont prises, notamment par exemple à sa famille, et qui ont clairement causé son malheur. Malheureusement on l'attend autre part. Surtout quand il y a un garde hein, qui la protège jusqu'à ce qui est le jour de l'ascension, qui va tout remettre en question dans sa tête, qui va beaucoup la tenter aussi, chose qu'elle ne peut pas trop finalement avoir accès puisque c'est une pucelle et qu'elle doit le rester jusqu'à l'ascension. Il risque de la tourmenter un petit peu ce garde je pense. Et à côté de ça il y a une guerre avec un autre royaume déchu qui va donc arriver, et forcément ils veulent reprendre la main sur ce royaume où il y a Poppy, sauf que Poppy avec les dieux c'est un petit peu compliqué parce que je pense qu'elle va faire des petites bêtises en tant que pucelle qu'elle ne devrait pas faire, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'embûches qui vont donc se mettre sur le chemin de Poppy. C'est donc tout pour ce résumé qui a déjà été suffisamment long. J'ai tout donné, j'ai essayé de résumer comme je pouvais le résumer, voilà. Encore une fois, alors que ce soit Sully hein, ou d'autres gens, il y a des échos hyper bien sur cette saga, à tel point que, alors moi j'ai lu que le tome 1 donc je ne peux pas dire, mais la saga d'Akotar de Sarah J. Maas était la plus haut perchée dans le cœur de ma petite Sully, et à tel point que celle-ci l'a égalisée, voire détrônée, elle a beaucoup de mal à statuer là-dessus, et quand elle le lisait en VO, elle nous envoyait des vocaux avec Ali et elle était au bout de sa vie, au bout de 100 pages, elle pleurait dans le tome 3 je crois, enfin que des trucs comme ça. Elle a été retournée, mais genre la crêpe. Donc du coup moi j'ai très envie de devenir une crêpe avec elle en compagnie du coup de Poppy dans cette saga. On switch donc en juillet avec notamment, alors là je suis très contente, une sortie qui va être attendue pour le 5, c'est chez la maison d'édition Plume Blanche, vous me connaissez, vous voyez déjà de quel livre je veux vous parler, il s'agit bien sûr de Murmure de l'Océan d'Ophélie Duchemin, à savoir la suite de Rose Éternelle. Encore une fois je vais pas aller très loin dans le pitch simplement parce que Rose Éternelle c'est une réécriture de La Belle et la Bête que je ne vous recommanderai jamais assez. Si vous êtes friand de réécriture, allez-y, c'est très original, la plume d'Ophélie est vraiment excellente, j'ai été bouleversée, prise dans le truc, enfin à chaque fois que je vois des personnes qui lisent du coup ce roman derrière, les retours sont vraiment génialissimes. C'est pas que moi, n'hésitez pas à le lire, moi je l'ai lu à l'époque, je crois quasiment à sa sortie, je ne sais plus, mais c'était absolument génial, il y a des gens qui se réveillent actuellement pour la lire et c'est encore plus génial, les retours sont toujours ok, donc là c'est vraiment banco.
Et la suite du coup, Murmure de l'océan, concerne plutôt une réécriture du conte de La Petite Sirène. Voilà. Les personnages de Ariel et Eric sont introduits dans l'épilogue en fait de Rose Éternelle, donc vraiment vous ne ratez rien je pense si jamais vous lisez directement ce tome 2. Par contre je ne sais pas s'il va y avoir vraiment un lien avec les personnages du tome 1 ou pas. Dans le doute, lisez Rose Éternelle, ça vaut le coup, mais Murmure de l'océan arrive et ça c'est un des titres que j'attends le plus en 2022. Alors là j'ai mon anglais à rude épreuve hein. Je sais pas comment on prononce ce mot en anglais. En tout cas c'est écrit par l'auteur Ali Hazelwood. Il s'agit de The Love Hypothesis, je sais pas du tout comment on dit ça. C'est donc publié le 6 juillet prochain normalement aux éditions Hauteville. Vraiment très rapidement, c'est une romance entre une étudiante en 3e année de thèse de biologie je suppose et un professeur justement qui est biologiste. Et en fait notre étudiante ne croit pas en l'amour et elle a ce côté très cartésien d'un scientifique qui fait qu'elle a besoin de preuves pour croire en certaines choses et en fait elle va faire quelques petites expériences par rapport à tout ça avec ce professeur qui se prête au jeu avec plaisir. Sauf que mine de rien, quand on essaye un petit peu d'étoffer ses hypothèses et d'avoir des réponses, quand c'est le cœur qui se mêle à tout ça, et bien finalement on est très vite pris au dépourvu et on est un petit peu paumé. Il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui l'ont lu en VO, il était très attendu. Moi j'ai beaucoup écouté, notamment je me suis concentrée sur le retour de Gladys, des pépites de Gladys qui a elle-même été étudiante en thèse et qui a terminé celle-ci. Alors pas en biologie, je crois que c'était quelque chose en plus physique-chimie qu'elle a fait Gladys, je veux pas dire de grosses bêtises, mais dans son cas je comprends totalement, j'avais pas forcément envie que le côté étudiant en thèse dans le domaine un petit peu, voilà, biologie, médicale, scientifique tout du moins, et bien soit faussé pour la romance. On voulait quand même qu'il y ait quelque chose avec un minimum de vérité et de réalisme, et visiblement c'est le cas, donc je suis trop contente, c'est pour ça que je veux vraiment le lire. Je lis pas beaucoup de livres de la maison d'édition Hauteville, mais là je vais venir, voilà. On revient de Saxus un petit peu quand même, hein, avec notamment la suite de la saga Adaline Grace. Ici c'est donc l'héritage des 7 îles qui va arriver le 7 juillet prochain. Je vous l'ai pas dit pour tous les deux Saxus, mais évidemment ils nous font toujours le coup de une version brochée et une version en Tok Tok Collector comme toujours. Ici on évolue donc avec Amora qui est une héritière et pour vraiment asseoir son autorité, il y a une espèce de rituel de passage, une épreuve à faire, sauf que elle va complètement échouer et du coup suite à ça, elle va se carapater. Elle va donc tomber sur un pirate et ils vont donc passer un marché. Ensemble, ils vont se balader sur les différentes mers, écumer le monde pour essayer de stopper la propagation d'une magie redoutable qui arrive. Elle est vraiment attendue au tournant là-dessus puisque si elle échoue, cette magie absolument dévastatrice va donc complètement secouer et raser le peuple et la population. Elle est donc totalement mise à l'épreuve et attendue au tournant si elle souhaite asseoir une dernière fois son autorité et du coup sa vocation d'héritière sur le trône. J'ai pas du tout lu le tome 1, pour autant je crois qu'il est quand même des retours assez positifs. Il donne très envie d'être lu en été, je trouve, avec ce côté vraiment mer, voyage aquatique, etc. On parle de sirènes, de créatures, enfin... Ouais, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il s'assimile vraiment beaucoup avec l'été. Donc est-ce que je vais attendre jusqu'en été? Je ne sais pas. Le tome 2 de toute façon il sort en juillet, donc autant vous dire qu'en juillet c'est l'été, on a le droit d'attendre jusqu'en juillet. On continue avec de Saxus, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment on dit le nom de l'autrice. Shelbin, Mayurin, Mayurine. Tous ceux qui parlent anglais ils vont être là genre en mode qu'est-ce que tu racontes toi? Enfin bref, avec l'autrice, hein, on a le tome 2 de Blood and Honey qui va donc arriver. Il n'y a pas de date précise annoncée pour le moment par la maison d'édition, seulement le mois de juillet. Bien qu'il y ait beaucoup de détails très intéressants dans le résumé, j'ai simplement envie de vous dire qu'on va suivre une sorcière et un chasseur de sorcières et il va se passer quelque chose qui fait qu'ils vont devoir faire ce qu'on appelle la Sainte Union. Ils vont devoir du coup se marier, sauf que c'est très compliqué entre la sorcière qui fuit les chasseurs pour survivre et lui qui les traque et qui va devoir s'unir à ce qu'il déteste le plus. Autant vous dire que je pense qu'on va être sur un duo très épique, surtout quand derrière il y a forcément des choses un petit peu moins cool qui vont arriver, des méchants, du complot, de la guerre, tout ça. Quand il va falloir qu'elle prenne une décision entre sa raison et son cœur, ça va forcément créer
détournements et des situations assez cocasses. C'est ma choupette ce coup-ci, Ali des livres, qui l'a lu et qui l'a adoré, vraiment adoré. Je lui fais confiance, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, moi j'étais très intriguée. Je sais plus si c'est une trilogie. Si c'est une trilogie, c'est Gods quelque chose le tome 3, donc ça doit être une trilogie. Ça veut dire qu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, mais franchement, je trouve qu'elle a un sacré cachet cette histoire, j'ai hâte de m'y mettre. Elle me fait penser à la saga aussi, c'est Witch Hunter, je crois que c'était chez Pocket Jeunesse à l'époque. Oui c'est ça, c'est de Virginia Baker. Je crois que c'est ça. La fille elle triche à rien dans sa bibli parce qu'elle sait plus. C'était un peu le même style de pitch, mais c'est pas grave, j'y vais, je fonce. On y va tous. Dernier de Saxus pour le moment. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Il s'agit du coup de Crescent City, le tome 2, le fameux du coup, de Jennifer Larmentrout. Encore une fois, pas de date précise, seulement au mois de juillet prochain. Oh, ce résumé, punaise, il a l'air trop bien. Enfin, je sais qu'il a l'air trop bien de base, mais quand je le relis pour vous en parler, je me dis, oh bordel. Ici, on va donc suivre Bryce, je pense qu'on dit Bryce, qui est mi-humaine, mi-faée, qui essaye de vivre sa vie comme elle peut. Je crois qu'elle travaille chez un antiquaire la journée, elle vend des objets magiques, et puis la nuit elle va en boîte avec des copains, des copines, enfin bref, elle s'éclate. Sauf qu'un jour il va y avoir un super meurtre des familles qui va se pointer et qui va complètement ébranler tout le machin chose, à tel point qu'on va la retrouver du coup 2 ans après, avec une situation professionnelle totalement dans l'impasse et la nénette qui écume tous les bars, tous les clubs pour se changer les idées parce que ça ne va pas du tout. Sauf que le meurtrier va frapper de nouveau et là Bryce va devoir faire équipe avec un archange, un tueur professionnel envoyé par les anges, et en plus il doit la protéger, et ils vont donc arpenter un petit peu tout ça et remuer un tas de merde, et pas d'autres mots, qui étaient genre cachés sous le tapis vous voyez, et qui va les mettre complètement dans la panade. Je suppute bien sûr un petit peu de romance entre ces deux personnages, hein, sinon c'est pas marrant, mais je suis hyper curieuse de découvrir du coup l'autrice dans un registre plutôt urban fantasy. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, vous le savez ce genre, pour autant j'aime beaucoup, je le trouve très immersif, très prenant, avec une petite pointe de réalisme. C'est la particularité de l'urban fantasy, de la fantasy finalement dans notre univers, dans notre réalité. Donc je suis hyper curieuse parce qu'en plus avec vos retours absolument génialissimes, ah maman, j'ai vraiment hâte. Et pour finir, dans les sorties vraiment qui vont arriver, je me suis trompée, il y en a une qui a été déplacée en septembre, donc j'ai envie de vous parler avec grande tristesse puisqu'il devait sortir en avril, du dernier tome de la saga Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman aux éditions Casterman. Récit de science-fiction co-écrit par 2 auteurs, ce n'est pas la première fois qu'on les retrouve ensemble dans ce même registre puisqu'ils nous ont également proposé la saga Illuminae. Ici on a affaire du coup à un escadron très particulier avec le jeune Tyler qui est donc le chef, l'alpha de celle-ci, et vous avez différents personnages qui ont chacun leur place dans cet escadron. Outre la pilote, outre la négociatrice, le mécano, celle qui est plutôt le cerveau, vous avez une jeune Aurora qui s'est pointée comme ça puisqu'en fait elle a été découverte par Tyler lors d'une sortie inopinée. Ça faisait 200 ans qu'elle a été cryogénisée dans un vaisseau, seule survivante, et elle n'est plus humaine à son réveil, et il se passe beaucoup de choses à tel point que cet escadron va être seul contre tous, contre un mal absolument terrifiant qui revient du passé. Je suis pas fière de mon résumé, je le trouve plutôt pas mal. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 récemment, je vous laisse aller voir mon dernier vlog, je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu, je vous en parle dedans, et j'ai tellement hâte que le tome 3 arrive, surtout quand on voit la fin du tome 2, mama, ils nous ont pas respecté ces auteurs, mais genre pas du tout, pauvre lecteur, pauvre âme de nous, c'est pas possible. Donc je suis trop contente de savoir quand même que le tome 3 arrive bientôt, même si c'est repoussé, il aurait dû sortir là, en avril, parce que je vous parle pas des sorties d'avril, je vais essayer de vous faire quand même une vidéo pour le mois d'avril, mais aussi de belles pépites, il faut le savoir. Enfin bref, j'ai pas beaucoup lu de science-fiction de ma vie, je crois que c'est le seul, mais ça match totalement, donc je pense qu'après ça on va se faire Illuminae, hein, surtout que j'ai déjà le tome 1 dans ma palle, ça pourrait être intéressant. Pour clore cette vidéo, puisqu'en plus je n'ai plus de batterie, donc c'est plutôt cool, je vais vous annoncer 5 titres qui vont être publiés par la maison de Saxus. 2 sûrs, ils l'ont eux-mêmes confirmé. Les 3 autres, c'est moi qui ai trouvé l'information sur internet. Normalement c'est sûr aussi qu'ils ont le contrat de traduction, mais ça veut pas dire pour autant que ce sera en 2022 à cause du retard qu'ils ont pris. Je vous ferai pas de pitch à chaque fois parce que sinon on va y passer 20 ans, mais il y a eu confirmation de la traduction du premier tome de We Hunt the Flame. Je suis trop contente, c'est donc écrit, petite note, par Afza Faisal, je suis désolée, j'avais pas du tout regardé, puis j'ai du mal prononcer son nom en plus. Et je peux vous dire du coup qu'on est sur de ce qu'on appelle la fantaisie orientale, oui.
Bon bref, voilà, je suis très contente, je l'attends vraiment beaucoup, c'est une duologie, j'espère que le tome 2 arrivera rapidement derrière, je pense que oui, mais si déjà le tome 1 peut arriver, ça peut être cool. Également confirmé, on a la nouvelle saga, alors je sais pas si c'est une saga d'ailleurs, je me demande, mais de J. Christophe, qui est Empire of the Vampire, je crois que c'est hyper dur à dire en vrai. Je pense qu'elle va arriver après Nevernight, puisqu'ils sont déjà avec du coup cette saga de cet auteur, pour autant... Des vampires bien sombres, bien dark, machin, oui. Je sais pas, je vois un côté très gothique dedans. Je sais qu'il y a des illustrations dedans, mais c'est pépite. Donc je vous attends, enfin on vous attend tous de Saxus, y a pas de souci. Vous l'avez peut-être vu, alors le titre en français va rien vous dire, mais en anglais vous le verrez sur la couverture. Il y a notamment le premier tome normalement de la saga Les Loups Dorés de Rochani Chokshi, je crois qu'on dit comme ça, qui devrait du coup arriver chez De Saxus. Ouais, je suis très impatiente de voir ça, je l'ai vu beaucoup tourner du coup en VO, et pour autant, comme tout le monde, j'ai envie de me faire mon propre avis. La couverture est magnifique, j'espère que De Saxus va la conserver ainsi, mais ça a l'air vraiment très intriguant. Ah, tout comme celui-là, tout comme le Victoria Averad, je crois qu'on dit comme ça, c'est Terre brisée le tome 1, il est sublime, je sais que ma petite Soli était emballée à l'idée de le lire en VO, je me dis que s'il arrive chez nous, c'est trop cool, franchement De Saxus là-dessus, ils sont vraiment incroyables en termes de sélection, de publication et de traduction, j'adore à 200% ce qu'ils nous proposent, mais alors celui-ci, vous voyez rien que la couronne et l'épée, on comprend qu'il va y avoir des complots, des intrigues de cour, enfin le genre de truc qu'on adore. Et le petit dernier, mais alors clairement pas des moindres, hein. Ne croyez pas que c'est parce que c'est le dernier qui vaut 0, c'est pas le cas. Il s'agit du coup du premier tome de la saga Kingdom of the Bouquet de Kerry Maniscalco. Ouh, c'est ça, chaud patate. Il y a le tome 2 qui est déjà sorti en VO si je ne me trompe pas, et pareil, je suis très intriguée. Ça fait partie des livres quand vous les voyez passer en VO, en tout cas de mon point de vue. Je suis là genre en mode, ouais, la couve est belle, il a l'air trop bien et machin, et après c'est, oh c'est en VO, oh, fait caguer. Mais tous ces livres font partie de cette sélection de livres que j'attends beaucoup. Je suis très heureuse que les traductions arrivent, même si c'est pas tout de suite, mais je sais que ça va venir, et rien que ça fait chavirer mon petit cœur. Et bien voilà les Kimichos, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez apprécié ce format et que du coup vous saurez me pardonner l'absence des sorties littéraires du mois de mars. Je pense que j'ai bien compensé, non ? Si jamais mes résumés ne vous sied pas ou vous avez besoin de plus de détails, notamment là pour les 5 titres que je vous ai annoncés, vous avez tout en barre d'informations encore une fois, puisque je prends le temps de vraiment vous expliquer les choses en vidéo, mais parfois je peux passer à côté de certains éléments qui pour vous sont importants et nécessaires. C'est pour ça que je prends toujours le temps de tout lister, même si justement, eh ben, ça prend gavé de temps. N'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous tentent parmi cette sélection. Si vous en avez découvert d'autres aussi, balancez-les, vraiment faites profiter la communauté et moi-même, parce que je suis hyper intriguée de savoir ce qui va nous arriver, genre la fin de l'année, puisque j'ai rien trouvé encore, c'est trop loin. Et puis si vous les avez déjà lus en VO parce que vous speak English, n'hésitez pas non plus à me dire lesquels étaient vraiment de belles lectures pour vous. Je vous retrouve du coup mercredi prochain dans un reading vlog, j'espère que vous passerez une agréable journée et que ce petit moment avec moi vous a détendu un petit peu et engagé peut-être le porte-monnaie sur une mauvaise piste, j'avoue. Je vous fais du coup des gros bisous, surtout prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.